Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver avec une invitée, c'est Samantha Bailly. Alors est-ce que tu peux te présenter à la caméra? Alors je m'appelle Samantha Bailly, je suis écrivain et scénariste, je pense que c'est déjà la base de la présentation. J'ai publié à l'heure actuelle 13 romans dans des genres vraiment assez différents, contemporains, fantasy, jeunesse, adulte. Et à côté de ça, j'ai fait un scénario de manga aussi, qui s'appelle Alchimia. Et je travaille sur l'adaptation en cinéma de mon roman Les Stagiaires, donc job de scénariste aussi à côté. Tu m'as envoyé Nos âmes jumelles, Nos âmes rebelles. Exactement. Une duologie. Qui est en fait une trilogie, mais c'est les 2 premiers tomes. Voilà. Et tome 3, normalement fin 2017. C'est l'histoire de 2 jeunes filles que tout oppose, du moins en apparence, Lou et Sonia. Sonia, elle habite dans le Perche, en Normandie, dans un coin complètement paumé. C'est la blonde solaire, populaire, qui a un rêve dans la vie, devenir écrivain. Elle est toujours avec son meilleur ami qui s'appelle Mathieu, qui lui est homosexuel et qui souffre de harcèlement en fait au lycée, voilà. Et donc elle a la caractéristique d'être la fille très populaire, mais qui voilà quand même a un peu de fond et qui n'est pas superficielle. Ensuite, il y a Lou qui, elle, vit à Angoulême. Elle est d'une famille plutôt bourgeoise qui est secouée par un divorce. Et Lou, elle a une passion qui est le dessin. Seulement, ses parents pensent que, étant donné qu'elle est très bonne dans les matières scientifiques, il vaudrait mieux qu'elle fasse S. Donc elle combat en permanence pour essayer de valoriser sa passion et prouver à ses parents qu'un métier artistique, ce n'est pas non plus la fin du monde. Et puis elle est beaucoup plus introvertie que oui. Sonia. Et pas très bien intégrée non plus, puisqu'on la catalogue comme l'intello de la classe. Elle est assez mal dans sa peau, elle est vraiment voilà, dans une période un peu compliquée. Elle est d'ailleurs au début du tome, c'est pas un spoiler, mais elle est diagnostiquée en dépression, donc ça parle aussi de la dépression à l'adolescence, qui est souvent un sujet assez tabou en littérature jeunesse. Et voilà, donc ces 2 jeunes filles se rencontrent sur un forum de discussion, donc complètement virtuellement, et ensemble elles décident de créer un projet de bande dessinée. Et on sait, par des petits flash-forward au début de chaque chapitre, que 10 ans plus tard, elles ont vraiment réussi leur rêve à vivre toutes les 2 de leur passion, respectivement du dessin et de l'écriture. Mais là maintenant on est au lycée, on les suit dans leur quotidien d'ado. Moi j'ai quelques petites questions. Je t'en prie. À qui est-ce que tu destinais Nos âmes jumelles quand t'as commencé à l'écrire? Généralement je pense pas toujours à qui je destine les livres. Honnêtement j'essaye d'écrire ce qui m'anime et ensuite je me dis bon, est-ce que ça va plutôt plaire aux ados, plutôt aux adultes? C'est toujours assez difficile je trouve à anticiper. Rajo m'avait proposé de faire un nouveau projet après mon thriller À pile ou face. J'ai beaucoup aimé écrire À pile ou face, mais c'était quand même une commande de Rajo à la base qui m'avait demandé un thriller. Donc c'était pas le sujet vers lequel je serais allée spontanément. Et quand ils m'ont dit voilà ok on te donne une carte blanche, écris ce que tu veux en jeunesse, je me suis dit j'ai envie d'écrire quelque chose qui serait plus proche dans l'état d'esprit à par exemple Le Monde de Charlie, comme roman, voilà. Oui voilà. C'est vrai qu'il y a un peu cette ambiance là, voilà. Très adolescente. Non mais quand je l'ai lu et même quand j'ai vu le film, j'ai pleuré, enfin j'ai été complètement bouleversée par l'état d'esprit de cette fiction et je me suis dit ça me donne envie d'écrire quelque chose en littérature jeunesse qui serait beaucoup plus proche de la réalité, une sorte de traitement réaliste en fait de la condition adolescente. Et du coup j'en ai parlé avec ma meilleure amie qui s'appelle Sonia, que j'ai rencontrée sur un forum quand j'avais 14 ans, voilà. C'est une personne avec qui j'ai été vraiment très proche pendant mon adolescence. On s'est rencontrés sur un forum sur les Final Fantasy. Pour tout avouer, mon pseudo c'était Yuna A avec 2 A parce que Yuna était pris, voilà. Et on a grandi en fait, voilà, l'une à côté de l'autre et avec beaucoup de recul en me disant que cette amitié datait maintenant d'une 15aine d'années. Je me disais mais en fait, il faut que j'écrive là-dessus parce que je connais pas de livre en jeunesse, il y en a sûrement qui existent, mais j'en connais pas, qui traitent de cette idée de l'amitié virtuelle, mais au-delà juste du préjugé de, comment dire, oh mon dieu, internet c'est mal, on peut faire des mauvaises rencontres, ou à l'inverse, d'un truc un peu faussé. Là, le seul bouquin qui me vient à l'esprit, mais c'est pas sur l'amitié, c'est Fangirl de Rainbow Rowell. Oui, exactement, et qui est assez récent en fait, d'ailleurs. Oui, c'est récent, mais pour le coup, ça traite de la fanfiction, etc. On parle pas trop des amitiés que la fille a en ligne, mais c'est l'un des seuls qui parle bien que j'ai lu, du moins de tout cet univers, forum, réseaux sociaux, quoi, de manière générale. Et l'idée est venue comme ça, et j'ai commencé à écrire juste un premier chapitre, et j'ai été complètement emportée, et je me suis dit, mais en fait, voilà, c'est ça qu'il faut que j'écrive. Et ensuite, j'anticipais pas du tout à qui je l'adressais, mais je me suis dit, ok, qu'est-ce que moi j'aurais voulu savoir quand j'étais ado, quand j'étais au lycée? Et j'aurais voulu savoir pas mal de choses. Par exemple que les gens populaires finissaient mal. Non, je plaisante pas tous. Mais j'aurais voulu savoir qu'en fait que plus on grandissait et plus ça pouvait aussi aller mieux.
et que finalement le passage à l'âge adulte était aussi plein de merveilleuses surprises et que réaliser ses rêves c'était possible, que ça demandait une certaine dose de concret, de lucidité, que le chemin était long, mais de souffler à la fois la nostalgie et l'optimisme en fait. Et j'étais très surprise parce qu'il a eu des très bons retours. Actuellement en fait c'est mon roman qui marche le mieux parmi tous ceux que j'ai publiés et je reçois facilement 2 à 3 messages par jour en ce moment de lecteurs, ce qui est énorme, enfin je trouve. Beaucoup d'ados qui me disent j'ai été touchée parce que je me retrouve, moi aussi j'ai lié une amitié où j'ai rencontré comme ça quelqu'un de très important pour moi sur internet. Ouais, il y a tellement de gens qui rencontrent, moi et tout mon entourage je l'ai rencontré sur internet, j'ai rencontré personne avant. Enfin si, il y a Marie de Ce que tu m'as que j'ai rencontré en master. Voilà, bah. Mais elle est aussi sur internet, tu vois. Bon. Il y a beaucoup de littérature américaine qui arrive en France avec le côté ado, etc. Mais qui est très doré, très... pas forcément concret. Enfin, Gossip Girl, j'adore, tu vois, mais ça parle pas de la réalité, quoi. Je trouve qu'on est baigné par cet idéalisme très américain où tout de suite on nous emmène sur cette adolescence idéale ou avec ces personnes parfaites et sans acné. Ou même, c'est des détails qui tiennent à rien, mais le fait que, par exemple, les ados de 16 ans aux États-Unis ils aient le permis, et bah, ça change complètement la vie. Exactement. De toi qui dois prendre le bus et qui est soumis à la SNCF. C'est pour ça que je trouve que c'est hyper important aussi d'avoir des auteurs français et de mettre en avant ces livres-là, etc. Parce que du coup le contexte est complètement différent. C'est vrai, et c'est sûr que moi je me suis mise à faire des recherches parce que j'ai quitté le lycée il y a 10 ans. Voilà. Mais je me suis rendu compte, je me suis dit mais en fait il y a plein de choses qui ont changé dans les programmes, dans le type d'épreuves. Donc je me suis mise à potasser comme ça les épreuves en me disant ok maintenant c'est quand même éloigné de l'adolescence d'aujourd'hui dans le sens où ces petits détails très réalistes, ce serait bien de les mettre quand même. Et pas que ce soit le roman daté de la fille qui, quand elle était au lycée... Qui tente de faire comme... Parce que les forums de discussion, c'est quand même assez connoté dans le temps, malgré tout. Même s'il y a encore des gens sur des forums actuellement. Mais à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, Facebook, etc. C'est apparu vers 2007, si je m'abuse. Moi, j'étais j'étais à la fac. Ouais. Mais du coup, moi, j'avais pas connu ça au lycée. Et je me suis dit, mais c'est évident maintenant que les réseaux sociaux, ou même YouTube, ou Instagram, etc., cette espèce de double virtuel, il marque ton quotidien et ça me paraissait essentiel du coup de l'intégrer de manière quand même assez contextualisée et proche de maintenant. Enfin, t'as déjà plus ou moins répondu, mais moi je crois personnellement que dans les livres, dans la fiction de manière générale, on essaie toujours plus ou moins de faire transmettre un message. Il y a toujours quelque chose derrière la fiction et derrière les personnages. Qu'est-ce que c'était du coup le message Est-ce qu'il y avait un message différent déjà dans les 2 tomes? Est-ce que tu voulais aborder... j'imagine que tu voulais aborder des sujets différents avec les 2. Qu'est-ce que tu voulais transmettre en fait de manière un peu subtile ou pas subtile. Je pense que les histoires, elles enseignent et qu'elles guérissent. Ça, c'est vraiment mon point de vue sur la littérature. Je pense que les livres sont des grands guérisseurs et aussi de très grands enseignants. Et je me suis dit, bon, déjà il y avait cette idée d'apporter une connaissance à rebours sur l'adolescence et de relativiser tout ça et de montrer par les petits flash-forward qui sont cette petite rengaine un peu nostalgique en début de chaque chapitre qu'il y a un après, que le lycée c'est une phase, que c'est temporaire et qu'ensuite vient encore une autre vie. Le tome 1 est plutôt focalisé vraiment sur le lycée et cette idée un peu parfois d'emprisonnement aussi, alors que le tome 2, Lou et Sonia sont déjà ailleurs en fait. Elles sont en terminale et déjà elles anticipent les étudiantes qu'elles vont devenir. Moi je ressentais ça à l'époque de la terminale. On a cette espèce d'échéance du bac qui arrive un peu comme un coup près et on sait qu'après une autre vie nous attend et on doit faire les choix qui construisent cette autre vie. Donc je pense que c'est les 2 éléments majeurs et une forme de... Il y a de la dureté aussi dans ce livre, mais il y a aussi beaucoup de douceur et d'optimisme, de dire que oui, le chemin n'est pas facile, mais que ces 2 jeunes filles, en fait, c'est une amitié qui a été pleine d'émulation et de choses positives l'une pour l'autre. Et après, j'avais à cœur aussi de montrer les évolutions des personnages et que le temps aussi fait son office. Et les 2 tomes permettent déjà de voir comment ce qu'on pensait acquis sur les 2 finalement est déjà en train de changer et de se bousculer. Et du coup, selon toi, quel est le personnage qui a le plus évolué au cours de l'histoire? C'est pas facile. Ou celui que t'attendais le moins, peut-être? Peut-être Mathieu, paradoxalement, parce que c'est vrai que Lou change, elle est moins introvertie, elle s'assume plus, et elle ose dire non, en fait, elle ose se positionner aussi et mettre des limites, parce qu'elle ne pouvait pas du tout faire dans le premier. Sonia, c'est une sorte d'évolution inversée, c'est qu'elle, d'un coup, tout devient plus noir pour elle et elle traverse le chagrin d'amour d'adolescence qu'on peut connaître où on a l'impression que la vie s'arrête complètement.
Et Mathieu, lui, dans le premier tome, il se laisse complètement harceler par une bande de crétins dans sa classe. Il s'affirme beaucoup au cours de l'histoire, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais. Dans le tome 2, il assume son homosexualité totalement et avec une forme mais d'aplomb en fait, qui est, je trouve, touchant. Enfin, je dis ça comme si... la fille qui est touchée par son propre livre, ça fait un peu bizarre. Mais, oui, mais si, c'est touchant. Parce que... on se rend compte un peu de sa détresse, même si c'est à travers Sonia qu'il y a des choses qui vont pas, etc. Et le voir aller mieux, le voir s'épanouir dans ses relations et prendre son indépendance et plus se cacher continuellement derrière Sonia, etc. Ça transmet un message hyper positif. Et bon, on en a parlé avant, mais du coup je répète pour la caméra. C'est normal. Le personnage de Mathieu qui est gay, ce qui est vachement bien, et ce qui devrait être un peu plus le cas dans la littérature jeunesse, c'est faire un meilleur ami gay, oui, pourquoi pas. C'est assez classique. C'est assez classique, mais ça permet aussi de, si jamais on veut avoir des personnages hétéros, d'amener des personnages importants aussi qui peuvent être LGBT. L'intérêt de Mathieu, c'est qu'il a une existence propre et il n'est pas juste le meilleur ami gay, il a son caractère et puis il vole un petit peu de ses propres ailes au fur et à mesure et il a droit à une vraie histoire, il a droit à sa vraie romance aussi de son côté. Même si on la voit qu'un tout petit peu. Sa sexualité n'est pas effacée non plus. Il a des relations, il a des rapports sexuels, etc. Et c'est plus ou moins sous-entendu, ou dit clairement. C'est vachement positif et c'est, je pense, un bon exemple de faire un personnage de meilleur ami gay qui est plutôt pas mal. Qui est pas juste le meilleur ami gay. Qui est pas juste le meilleur ami gay. Et ça me fait penser aussi à un bouquin, c'est un recueil de nouvelles américain que j'avais acheté sur internet là. Et c'est Girls Who Like Boys, un truc comme ça. Et en fait, c'est sur cette amitié entre une fille hétérosexuelle et un garçon gay. Et donc c'est une série de nouvelles comme ça, et de points de vue différents en fait à chaque fois. Et en fait, il y a aussi le côté, le mec gay avec sa meilleure amie hétérosexuelle. Et j'aime aussi bien ce renversement parce qu'au final, ça dépend juste du point de vue duquel on se place. Et je m'égare. Un de mes meilleurs amis qui s'appelle aussi Mathieu, toute ressemblance évidemment existante et fortuite. Totalement fortuite. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris sur mon point de vue hétérocentré, que j'assume parce que du coup, c'est ma sexualité et que j'ai aussi grandi d'une façon où on se rend compte qu'on est très conditionné à imaginer tout un tas de choses sur la sexualité, sur le genre, etc. C'est un garçon qui un jour a posté un article sur le 89 en expliquant l'enfer qu'il était en train de vivre par rapport à sa famille, par rapport à toute la réforme qu'il y avait sur le mariage gay et tout. Je vais pleurer en fait. L'article qu'il a publié m'a bouleversée et c'est mon ami, je le connais depuis longtemps. Et quand j'ai pris conscience de cette souffrance, je me suis dit mais ce n'est pas possible qu'à un moment donné on ne parle pas de ça. Et c'est ma mission aussi en tant qu'auteur d'essayer d'amener ça, même si c'est pas ma propre expérience, d'essayer de me nourrir aussi de ceux qui m'entourent et de ceux qui me transmettent leurs histoires pour les raconter. Et là du coup, il y a une cruauté dans le harcèlement qu'il subit, franchement. En tant qu'auteur, on a un vrai plaisir au moment où on rembarre dans les dialogues les personnes qui font ça, qui est parfois juste par bêtise, par provocation, par effet de groupe, etc. Mais du coup, oui, ça me tenait vraiment à cœur et de montrer que c'était ce personnage-là aussi une personnalité complètement à part entière et il connaît Sonia aussi mieux que personne. Et tous deux d'ailleurs forment une sorte de couple en fait dans l'histoire. On se rend compte que ça pose même des problèmes de jalousie et que finalement les histoires d'amitié, je les trouve parfois aussi fortes qu'une histoire d'amour en fait tout simplement. Et que c'est ça aussi qui est raconté dans ce livre, c'est comment ils se soutiennent mutuellement et au début en effet elle le protège beaucoup et puis au moment où voilà il prend un peu son envol, les rôles s'inversent d'ailleurs. Du coup c'est peut-être l'occasion de parler un petit peu de représentation, etc. C'est un petit peu mon créneau. Ouais, c'est un peu ton sujet. C'est vrai que donc lire Nos âmes jumelles et Nos âmes rebelles, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur les attentes que j'avais en tant que lecteur queer, d'un livre contemporain en fait de manière générale, parce que c'est vrai que on est en tel manque de représentation qu'on va aller chercher partout. Quand j'ai commencé le livre et tout, je savais que ça allait plus ou moins pas arriver. J'avais un espoir pour que les deux filles aient une petite romance ou aient droit à quelque chose là-dessus. Notamment aussi parce que ça me renvoie énormément à ma propre expérience des rencontres sur des forums, des amitiés très fortes qui deviennent très floues, des fois tu finis par sortir avec, des fois pas, j'avais ces attentes-là et du coup elles ont été déçues. Malheureusement. En fait, le truc, c'est que à partir du moment où j'ai compris que Mathieu était gay, je me suis dit, ok, ça n'arrivera pas. Parce que ça faisait déjà une représentation. Parce que ça faisait déjà une représentation. Et du coup, et c'est souvent le cas en fait. À un moment, j'ai cru, je me suis dit peut-être,
Lou. Après, je savais pas qu'il y avait un tome 3, donc peut-être qu'il y a des choses qui vont évoluer, je sais pas. Peut-être que cette discussion aura des incidences. Mais en tout cas, voilà, il y avait quelque chose d'un peu flou chez Lou, et je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose. Je pense que donc mon ami Mathieu Levray m'a beaucoup sensibilisée aux questions de représentation malgré tout, mais sur plein de sujets, et d'ailleurs pas que la sexualité, mais globalement les minorités, on va dire. Et du coup, il m'a fait réfléchir parce que je me suis rendu compte que parfois moi-même je véhiculais un certain nombre de clichés sans même m'en rendre compte. Quand je suis dans l'écriture même, je pense que je me les pose pas. Je me les pose après en réfléchissant un peu et en pensant à des choses qu'il m'a dites. En prenant un peu de recul. Voilà. Mais au moment où j'écris, je me suis pas dit bon allez Mathieu est la représentation gay du livre. Voilà. Je me suis juste dit bon il y a Sonia, évidemment il y aura un Mathieu. Et c'est à peine si je me suis formulée dans ma tête et il est gay, voilà, c'est pas un quota pour moi en fait dans les ouvrages ou quoi que ce soit. Mais par contre, je pense que parfois, c'est peut-être une sorte de méconnaissance en fait, où on se dit bon bah on vit avec ses propres sentiments, ses propres émotions. Il faut aussi aller explorer chez ceux des autres pour pouvoir même se formuler avant cette question de ok, quelle pluralité de représentation je vais mettre dans mon livre. Du coup, je pense que c'est surtout ça, que c'était pas une question de quota ou quoi, mais plutôt de se dire, bah, j'avance un peu avec ce que je connais pour le moment. Et Lou, pour moi, il y a un vrai flou qui demeure, le fait que... Ah ouais, mais du coup, je vais spoiler, ça va pas. Elle-même, finalement, elle n'a jamais eu de rapport sexuel. Et c'est d'ailleurs toujours le cas à la fin du 2e tome. Et finalement, c'est pas quelque chose qui lui manque particulièrement dans sa vie. Et du coup, ça explore la question du désir. Mais peut-être que je me suis pas formulée en termes de représentation, mais plutôt dans son intériorité et comment elle le vit, où finalement, elle croit à un moment donné qu'elle a vaguement un crush pour un gars, et elle se rend compte que la chimie n'opère pas, mais que tout le monde se dit que quand même ce gars il est super, etc. Mais en fait, elle en a pas envie. Et en fait, elle en a pas envie. Et je trouve que c'est une des réalités très basiques de la vie, ce moment où la société t'a construit une sorte d'horizon d'attente sur ce que tu es censé ressentir. Et en fait, bah non. Je pense que c'est aussi pour ça que ce genre de sujet m'intéresse et que je vois bien que j'ai aussi mon chemin à faire en fait dans cette question des représentations. Et du coup, pour chemin à faire, moi j'arrive avec Héros. Spoiler, enfin voilà, je spoil, rien à foutre. Donc Héros, c'est un personnage qu'on rencontre dès le début, qui est donc sur le forum où les deux filles se rencontrent. Et en fait, on voit sa fiche de présentation de forum. Il dit sexe, non merci. Et du coup, moi je fais qui se genre au masculin et tout. Et donc après... je m'attendais pas forcément à ce que ce soit dit. Mais disons que dans ma tête, Héros c'est un mec trans. Enfin voilà, c'est sûr. Enfin voilà, c'est mon interprétation. Moi je n'y ai pas pensé. Et du coup je me dis mais c'était une super idée. Mais bah du coup voilà. Et donc en fait il y a un espèce de flou qui est entretenu. Enfin on comprend en tant que lecteur qu'il y a un doute sur son identité dès le début, que n'ont pas les personnages. Et donc la révélation arrive pour les personnages, mais pas tellement pour le lecteur, donc à la fin du tome 1. Et malheureusement, c'était un peu rapide. Je voulais avoir ton avis par rapport à cette résolution-là du personnage d'Héros, qui est quand même, j'ai trouvé, assez centrale dans toute l'histoire et qui est toujours là en filigrane puisque les filles échangent avec lui, on sent qu'il y a une espèce de petit flirt qui se met en place, Lou est complètement en crush quoi, enfin c'est sans doute... Elle pense à lui chaque jour, elle attend chaque message de lui, elle vérifie 50 fois ses messages, voilà, donc voilà, on sent qu'il va y avoir un espèce de petit retournement de situation, etc. Du coup, il arrive, en 2-3 pages, le personnage, donc on a compris que c'était une fille, on a compris qu'elle était majeure et que c'était pas bien cette relation qui s'était mise en place. Et que effectivement, ces questions de relations majeures-mineures sur les forums, les admins sont parfois très très stricts et il y a aussi beaucoup de problèmes avec ça, parce que l'anonymat, parce que on peut pas tout contrôler, etc. Pourquoi ça a été si rapide en fait à la fin? Déjà, moi je voulais cette espèce d'effet de surprise à Japad Expo, de ce moment où il y a cette attente et cette fille. C'est intéressant que tu le ramènes au genre parce que moi, à mon stade de réflexion quand j'ai écrit cette scène, c'était pas tant la question du genre que de tout ce qu'elle s'était construit autour de lui. Et le genre ne symbolisait finalement que ce moment où elle s'était projetée une image qui n'était pas du tout qui il était. C'est ça, c'est qu'elle s'est construit un fantasme, et je pense que c'est le genre de déception qui pourrait être similaire si on pense parler à un mec de 17 ans et qu'en fait il en a 45. Une espèce de décalage entre ce qu'elle s'est fantasmé de la chose
et le moment où elle le voit et elle se dit, ou elle la voit du coup, où elle se dit héros, etc. Et en plus elle s'est vraiment fantasmée un type mystérieux, ténébreux, enfin la totale quoi. Après que ce soit trop expéditif, bah, c'est la première fois qu'on me le dit, donc ça va me donner matière à réfléchir. Mais sur le côté un peu moralisateur, moi je me sentais dans une position délicate aussi en tant qu'auteur, parce que pour avoir vécu des choses mineures sur des forums, je me souviens que l'administration était extrêmement vigilante, parce qu'il y a des choses qui existent, hein, il faut bien le dire, sur la double identité à des moments donner peut-être des choses qui n'ont pas de conséquences, mais sur des gens vraiment plus âgés, à des moments, ça pose plein de questions sur le consentement, etc. Du coup, je voulais qu'il y ait ce côté où quand même l'administratrice soit là et qu'elle dise, bah, il y a quand même eu un mensonge derrière ça. Après, je comprends que ça puisse être déceptif dans le sens où, finalement, alors leur relation ne tenait qu'à ça, mais je pense que c'est surtout de la part de Lou. Elle est trahie par elle-même quelque part parce qu'elle s'est inventée une histoire toute seule. Elle s'est fait un film complètement toute seule, en fait. Et je pense qu'on s'en fait tous beaucoup. Il y a le virtuel et puis il y a ce moment de la réalité où elle se rend compte qu'elle s'est investie émotionnellement à travers un écran pour quelqu'un, mais qui c'est une vie parallèle totale en fait. Donc moi je dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais je pense que dans des moments de vulnérabilité, quand on est mineur, ça peut poser certaines questions. Et c'est pas tant la question du genre que la question du décalage immense entre à qui on croit parler et qui est là. Et c'est vrai qu'un personnage trans, ce serait intéressant, ce serait peut-être la prochaine étape. Mais j'aurais peur de pas saisir psychologiquement tout ce qui est en train de se passer, étant donné que moi j'ai pas vécu ça. En tant qu'auteur, du coup, ça nous arrive d'écrire des personnages qui sont vraiment à milieu de soi. C'est vrai que parfois on peut avoir tendance à mettre vraiment différentes parcelles de sa propre personnalité, etc. Notamment pour que ce soit plus facile psychologiquement d'imaginer le personnage et de le concevoir et d'imaginer ses réactions, etc. Après, c'est aussi, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, c'est le travail de l'auteur justement de construire des personnages qui vont être très différents, notamment pour des questions de représentation, parce que par exemple si en tant qu'auteur blanc, hétéro, etc., tu vas pas pour représenter que des personnages comme ça. Se pose la question de comment faire pour représenter, pour écrire en fait un personnage qui est à milieu de ce qu'on a pu vivre soi-même, et ou même de ce que ses amis ont pu vivre, parce qu'on vit en général dans un certain milieu, en fréquentant un certain type de personnes. Comment sortir de là et comment travailler là-dessus? C'est une question très intéressante et très vaste. Je pense que moi, mon plus grand défi d'écriture dans la différence, ça a été dans un roman de fantasy qui s'appelle Métamorphose. On suit dans un univers complètement différent, alternatif, mais qui est lié aux raisons, un personnage qui s'appelle Sonax de ses 13 ans à ses 50 ans. Et donc c'est un personnage qui boit une potion qui fait qu'en fait il peut se métamorphoser en qui il veut, donc changer de sexe, changer d'âge, changer d'apparence, enfin il peut vraiment devenir absolument n'importe qui. Et ça posait beaucoup de questions déjà pour essayer de se mettre psychologiquement à la place de quelqu'un qui a ça comme caractéristique de vie et comme pouvoir magique. Mine de rien, on se dit, mais évidemment ça bouscule complètement tous ses repères identitaires, ça bouscule complètement aussi ses propres limites, et en fait c'est un pouvoir qui est énorme et complètement démesuré. Et en plus de suivre un personnage comme ça de ses 13 à ses 50 ans, moi j'ai 28 ans maintenant, et du coup on se dit comment me projeter à ce degré de maturité, peut-être de sagesse et d'expérience que je n'ai pas encore. C'est vraiment un travail de projection, d'essayer de comprendre. En général, moi je fais beaucoup de recherches, mais j'essaye sur des personnages vraiment éloignés de moi de les connaître en fait, assez intimement. C'est vrai que j'ai un rapport assez direct à l'humain, et par exemple je pense aussi au stagiaire, au personnage d'Arthur qui est un personnage masculin qui me ressemble pas du tout. Alors il est blanc, il est hétéro, d'accord, mais il vient d'un milieu très aisé, il y a cette idée aussi de la dépendance à la drogue, enfin tout un tas d'expériences que moi je n'ai pas vécues. Et je me suis rendu compte que c'était un vrai travail d'empathie en fait, d'essayer de s'imaginer, de se projeter, de se dire d'accord, si tu prends ça et ça, qu'est-ce que ça fait? Et de se mettre à la place, et ensuite d'arriver à trouver le ton et la voix qui peut retranscrire cette différence. Il y a autre chose que j'utilise moi personnellement, c'est un test psychologique, je ne sais pas si tu le connais, qui s'appelle le MBTI. Ouais. Voilà, je trouve que les différentes polarités entre extraversion, introversion, mental, sentiment, etc., ça m'a moi personnellement beaucoup aidé à comprendre des personnes très différentes de moi en termes de fonctionnement psychologique. Ça va très très loin, je pense, les différences psychologiques qu'on peut avoir, ne serait-ce que dans sa façon de capter l'information, dans sa façon de gérer ses émotions. Donc c'est quelque chose, en tout cas, ce MBTI, qui m'a aussi aidé
à réfléchir et à décentrer, enfin essayer de décentrer un peu sur ma propre sensibilité, qui est ce qu'elle est, mais en effet que je peux pas retranscrire dans chaque livre parce que voilà, c'est pas intéressant. Et du coup, comment tu te documentes? T'as parlé un peu de trucs psychologie, d'ailleurs t'as fait une vidéo sur les bouquins, comprendre la psychologie de ces personnages, etc. T'as d'autres sources de documentation? Je lis mais plein de choses là-dessus, c'est mon côté complètement intello, neurosciences et compagnie, mais je lis énormément de thèses, de bouquins, soit de vulgarisation, soit beaucoup plus poussés, sur les neurosciences, sur le fonctionnement psychologique, la psychiatrie, la psychanalyse, la psychologie cognitive, enfin tous ces différents courants pour essayer de me dire en effet, je pense que par la connaissance, on peut déjà commencer à se décentrer et se remettre en question sur des fonctionnements psychologiques complètement différents. Donc cette documentation, elle peut aider, mais après, je pense que la sensibilité de l'auteur, alors là je parle pour moi, je sais pas du tout pour d'autres. Moi j'ai beaucoup d'empathie assez naturellement, parfois c'est très pesant dans la vie quotidienne, quand on se met à pleurer pour rien ou des trucs comme ça. Mais du coup en même temps c'est une richesse, c'est une vulnérabilité mais c'est une richesse parce que face à des personnes on se rend compte qu'on peut essayer de capter un peu de leur intériorité et de le retranscrire à ce niveau. Et par exemple le personnage d'Arthur dans Les Stagiaires qui est inspiré de quelqu'un qui existe, quand il a lu le livre, il a été vraiment secoué. Parce qu'il m'a dit, j'ai l'impression que tu lisais dans ma tête. C'est vrai que du coup, personnellement en tant qu'auteur, j'ai une approche un petit peu différente. Enfin, j'avais pas pensé en fait tout simplement à lire des bouquins de psychologie et quand je me suis dit, bah ouais, c'est pas con. C'est grave pas con. Et c'est vrai que là, en ce moment, je suis en train de travailler pour le NaNoWriMo. Du coup, je travaille sur un bouquin où il y a 4 personnages principaux, on est à chaque fois du point de vue de ces personnages, et ils sont tous vraiment très différents. Il faut bien montrer cette différence. Avec des milieux sociaux vraiment très différents, de très très bourgeois rentiers à en banlieue, classe populaire, ouvrière, etc. Avec des classes moyennes, machin, avec des couleurs de peau différentes et du coup des expériences aussi dans la vie qui vont être différentes, des orientations sexuelles différentes, des religions différentes. C'est la première fois d'ailleurs de ma vie que je me confronte à ça, moi qui suis complètement athée, etc. Autant il y a certaines choses, j'arrive à me mettre à la place, certains personnages qui se construisent un peu tout seuls, mais notamment je me suis retrouvée là il y a 2 jours parce que je terminais une scène face à un personnage catholique, bisexuel, qui a sa première expérience avec un garçon. Et du coup, j'arrivais pas à savoir, sachant qu'il a été à la manif pour tous, etc. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête. C'est vachement bien ça. À ce moment-là. Surtout que comme la foi, c'est un truc que j'arrive pas à concevoir, du coup, je me suis retrouvée un peu démunie. Mon réflexe a été... J'ai fait un appel sur Twitter, en fait. Ouais. J'ai fait coucou, je recherche des personnes homosexuelles, bi, catho, qui ont la foi à l'heure actuelle et qui ont des pratiques religieuses pour m'en parler. Et je l'avais fait un petit peu aussi avec quand j'avais fait un appel pour des gens qui avaient été en classe prépa, etc. Écouter les gens parler et vampiriser leur histoire, c'est vraiment le truc de ma vie, quoi. C'est comme ça que j'arrive à faire des personnages différents et à essayer de comprendre un peu mieux ce qui peut se passer dans la tête, notamment d'une personne croyante à ce moment-là qui pense que ce qu'elle fait c'est mal mais qui en même temps adore ce qu'elle fait. Ouais, voilà, les gens, c'est... Mais oui, les gens sont une source d'inspiration, parfois ils ne le savent pas d'ailleurs, mais c'est sûr, et je pense qu'on peut aller chercher le témoignage, c'est très intéressant, et je crois que, moi personnellement, les histoires viennent aussi du fait que les personnes sont là autour, il y a plein d'histoires différentes, et on s'en imprègne, qu'on le veuille ou non, je pense que ça nous influence. Et c'est vrai que sur ces questions de représentation sociale, je trouve que Virginie Despentes, elle fait un super travail là-dessus, sur son dernier, la Vernon Subutex. Je trouve que le balayement des personnages et de leur intériorité est hyper bien rendu, et en effet, catégories sociales différentes, sexualités différentes, tout est vraiment bien traité à ce niveau. Je pense que c'est aussi un chemin à faire, et c'est une vraie ligne de progression pour se décentrer encore et encore, et parfois aller vers des personnages peut-être même aux antipodes de nous, et d'arriver à bien les retranscrire. C'est un défi et c'est pas toujours simple, mais c'est très intéressant à faire et ça fait partie des grands bonheurs de l'écriture. Mais on peut en effet avoir peur d'être à côté de la plaque, quoi. C'est la pire des choses, quoi. Ça m'arrive souvent d'avoir des personnes qui viennent me voir en disant oui, j'ai envie, je suis hétéro, j'ai envie d'avoir un personnage... J'ai compris que la représentation c'était une problématique importante. Déjà c'est bien. J'ai envie de le faire, et je sais pas comment écrire un personnage trans, s'il te plaît, aide-moi. Et du coup, mon réflexe en général c'est écoute des gens te parler de leur histoire.
Et tu verras tout de suite, tu comprends vachement mieux. Il y a eu un ce qui super se passe. reportage, la trans, Oui, c'est mon genre. je l'ai pas regardé T'as pas encore, mais je pense que je le regarderai. Enfin, j'ai des amis qui l'ont vu d'abord qui m'ont dit c'est bien. Je me suis dit ok. Ah, bon, peut-être ça j'irai va voir. alors. Oui, oui. Bah, il y a Stéphanie Nico qui passe dans ce reportage, qui est la directrice des Imaginales, du salon des Imaginales. Je savais pas. Qui est une femme extrêmement courageuse et voilà, très intéressant d'avoir son témoignage. Ça marche. Ça bouge un peu ça. Oui, c'est pas très Attends, stable. comment il faut que je me mette? Je crois que ça va être galère. Je vais bouger. Voilà, tu dis, c'est l'autre, ça. Bon, il faut que je fasse mon introduction. Voilà. C'est toujours gênant, je trouve, de Oui, faire oui, l'introduction. Bonjour. Bonjour, alors moi c'est...